Moi, eh bien, bonjour Franck Ramu. Je suis très très content et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir avoir de ton précieux temps. Et dans ce podcast qui s'appelle donc Les Mentors de la Psy, qui a pour le but, d'une part, dans une première partie, de découvrir un peu le parcours d'une personne, si j'ose dire, une personnalité même de la psychologie. Et dans un deuxième temps, effectivement, de pouvoir développer plus des points que ce chercheur ou ce professionnel a développé et en termes d'expertise et d'avoir le temps parce que justement, comme je le disais, comme on se le disait en aparté, souvent c'est un petit peu limité en temps et en possibilité de débattre parfois avec voilà de l'espace. Et là, ce sera le cas aujourd'hui. Donc, Franck, je vais te présenter. Si j'ai fait une erreur dans la présentation, tu ne manqueras pas de me corriger. Donc, Franck Ramu, déjà d'un point de vue scientifique, moi j'ai relevé plus d'une centaine d'articles scientifiques dans des revues indexées, impactées, et donc tu es directeur de recherche au CNRS à l'École normale supérieure à Paris, et tu diriges donc l'équipe développement cognitif et pathologie dans le laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques. Jusque-là, C'est est-ce que bon, ça va? c'est tout juste. Ok. Et donc, tu as développé, on va dire, ton champ d'expertise, si j'ose dire, au départ, c'est vraiment donc, le développement cognitif avec le langage oral et écrit, les capacités numériques, tout ce qui va être aussi autour des cognitions sociales et de l'intelligence en général. Et puis, si je parle un peu d'entonnoir, dans ta bio, j'ai vu qu'il y avait pas mal quand même de travaux au début sur la dyslexie, sur les différences entre les sexes, c'est des choses qui t'intéressent aussi pas mal. Et puis, bon, au-delà de ça, c'est pour ça que je disais aussi que j'avais de la gratitude de t'avoir aussi, c'est pour tout le travail de vulgarisation que tu fais sur les radios, les podcasts, les sites internet, les réseaux sociaux, sur vraiment finalement ce rappel vers la posture scientifique, vers une posture heuristique, sur plein de mythes finalement qui entourent la psychologie. Parmi les sujets que tu as beaucoup abordés, voilà, la psychanalyse, le haut potentiel intellectuel, les méthodes éducatives fondées sur les preuves, et plus récemment, donc, les différences entre les sexes. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, je crois que c'est une nécessité d'avoir un peu un rappel à la science. Donc voilà, je suis très content, de t'accueillir et j'espère que cette présentation, déjà fait un petit peu le résumé, j'espère, de ton parcours déjà. Oui, ouais, c'est très bien. Et merci pour l'invitation. Génial. Une première question que j'avais en lisant un peu ta bio, donc, il me semble qu'au début, donc, t'es plutôt formé dans les sciences de l'ingénieur, ou je me trompe? Oui, ouais, tout à fait. J'ai démarré par faire une école d'ingénieur. Ok, comment on passe de l'ingénierie, et c'était quoi finalement dans l'ingénierie que tu étudiais, faire après les sciences cognitives, et le développement de l'enfant, etc. Bon, en vérité, bon, moi j'ai fait une classe préparatoire, puis après une école d'ingénieur. Mon but a jamais vraiment été d'exercer le métier d'ingénieur. En fait, j'étais plus intéressé par la recherche dès l'origine. Simplement, voilà, dans les études scientifiques que j'avais démarrées, je m'imaginais plutôt faire de la recherche en physique ou quelque chose comme ça. Ok, Et puis, au fur et à mesure que j'ai avancé dans les études, j'ai trouvé que la physique, c'était quand même drôlement dur. Enfin, c'est surtout qu'à plus on monte à haut niveau dans la physique et plus ça devient très mathématisé et des mathématiques très abstraites et très difficiles. Et ce qui me plaisait dans la physique au départ, qui était vraiment d'essayer de comprendre le monde physique concret, quoi, bah, en fait, à un certain niveau, on le perd complètement. Et donc, je pense qu'à la fois, ça me plaisait plus et je pense que j'étais plus non plus vraiment capable de suivre au niveau mathématique ce qui se faisait dans la physique à haut niveau. Donc voilà, au cours de mes études, je me suis dit que j'allais pas faire de la recherche en physique finalement, c'était pas pour moi. Et j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, à essayer de voir quels étaient les autres sujets qui pouvaient m'intéresser. Et donc voilà, il se trouve qu'en école, on avait accès à une diversité de cours sur différents sujets. Donc j'ai quand même fait un petit peu d'ingénierie. J'ai fait mon stage de fin d'école, de fin d'études en mécanique des fluides quand même.
Voilà. Mais je savais déjà que j'allais pas rester là-dedans. Donc, entre-temps, j'avais fait une majeure en économie, j'avais fait des cours en biologie. Et puis, j'ai eu un cours d'introduction aux sciences cognitives qui, là, m'a fait découvrir quelque chose que je connaissais pas. Ok, Alors, c'était vu sous un angle très historique et philosophique, hein, mais malgré tout, voilà, ça a eu le mérite de me faire découvrir les sciences cognitives, de me montrer qu'il y avait un domaine intéressant, et ça m'a donné envie de creuser un peu. Et donc, j'ai vu qu'après, il y avait moyen de faire un DEA en sciences cognitives, donc l'équivalent d'un master aujourd'hui. Et voilà, j'ai regardé les différents labos, les différents sujets, ça m'a paru passionnant. Donc je me suis dit, bah voilà, on va tenter de faire ce DEA en sciences cognitives et puis après on verra. Et ça m'a beaucoup plu. ok. Donc, donc j'y suis resté, j'ai continué, j'ai fait un doctorat en sciences cognitives dans le même labo où j'avais fait mon stage de master. Voilà, donc je pense que j'avais vraiment une vocation pour la recherche, mais j'avais pas identifié le bon domaine au départ. Et en cherchant à me réorienter, ben voilà, j'ai découvert les sciences cognitives et je pense que c'était vraiment le bon choix pour moi et j'ai jamais regretté depuis. Ok. Et je sais pas, si c'est indiscret, on passe à la question suivante, mais justement, à ton avis, c'est quoi qui t'a attiré dans le domaine des sciences cognitives, justement, parce que c'est quand même assez particulier dans la psychologie. Euh, Bah, disons, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la recherche sur l'être humain ou sur le vivant. ok, Donc la biologie globalement m'intéressait, Euh, mais voilà, j'étais intéressé aussi par les sciences humaines et sociales, la philo m'intéressait, la sociologie m'intéressait. Enfin, j'étais étudiant, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient a priori, hein, et donc voilà, les sciences cognitives se sont présentées et ça semblait bah, justement rassembler un peu tous mes intérêts. Donc pour moi, c'était un petit peu bingo, quoi. yes, non, mais c'est vrai. Du coup, il y a ce côté quand même très enfin, scientifique avec l'aspect expérimental, tente un peu d'approcher une forme de rigueur quand même en psychocognitive et en psycho. Voilà, exactement. C'était ça qui était assez satisfaisant aussi, c'est que ça abordait des questions qui étaient vraiment des questions qui m'intéressaient et qui couvraient tout de la philosophie aux sciences sociales, mais en même temps en les abordant d'une manière scientifique et rigoureuse qui correspondait à mes appétences intellectuelles. Ouais, ok. Qu'est-ce que, du coup, tu as quand même, en entrant dans un laboratoire de psychologie après cognitive, ça a dû être quand même assez particulier de découvrir, toi qui viens de l'ingénierie et puis des sciences, euh, c'est quoi finalement la psychologie en France? Je sais pas, et c'était il y a combien de temps, mais quand tu as eu ton doctorat puis que tu es rentré dans un labo, mais ça a dû être quand même un choc, j'imagine. Les... Bon, pas vraiment un choc, puisque j'ai choisi un laboratoire, enfin j'ai visité, donc c'était en 95 là, où j'avais visité un certain nombre de laboratoires qui pouvaient m'accueillir pour un stage. J'avais discuté avec différents directeurs de labo et voilà, ils m'avaient expliqué un petit peu leurs projets, leurs approches, etc. Et voilà, à cette occasion, j'ai rencontré Jacques Meller, qui était le directeur du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'époque. Et son approche me convenait parfaitement. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas du tout un choc, en fait, hein. Ça me plaisait beaucoup. Oui, je pensais plus peut-être aux collègues qui étaient dans d'autres labos de type clinique, clinique et psychanalyse, d'autres disciplines qui étaient justement beaucoup moins friandes d'aspects scientifiques, finalement, d'études quantitatives à l'époque, etc. Oui, oui, mais alors ces labos, j'avais même pas été leur rendre visite. J'avais un prof en fait qui faisait l'orientation des élèves comme moi et qui m'avait fait un petit carnet d'adresses. Il m'avait dit allez voir Meller, allez voir Juan Segui à Paris Descartes, allez voir Michel Caille. Donc j'étais allé voir Dan Sperber. Enfin voilà, j'étais allé voir un certain nombre de labos dans différents domaines, mais il les avait pas totalement choisis au hasard non plus, hein. Oui, oui. Mais après, t'as pas été amené à rencontrer quand même ben, d'autres voilà, d'autres équipes, on va dire, de laboratoire à l'époque. Non, pas forcément. Chacun était un petit peu dans son... Si, bien sûr. Bah, après quand on fait de la recherche, de toute façon, on est en contact avec tous les gens qui travaillent dans le domaine, hein. Bah, typiquement, on avait des contacts assez proches avec le laboratoire de Juan Segui, qui était à l'époque le laboratoire de psychologie expérimentale.
à Paris Descartes, rue Serpente. Ok, Voilà. oui. Un lieu un petit peu légendaire de la psychologie française, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'a dit René Prie aussi la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, en fait, c'est ça, je me suis inséré dans le milieu de la psychologie française, bah voilà, par ce biais-là, et puis de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec de plus en plus de gens et de labos. Ok. Et du coup, assez rapidement, c'est toi un peu qui choisis tes thématiques de recherche ou tu rentres dans une équipe qui a déjà un peu des thématiques ou des recherches qui sont entamées et tu rentres dans ces projets? Comment ça se passe du coup à partir de là? C'est toujours un peu des deux. Au laboratoire de Jacques Meller, le grand sujet, c'était l'acquisition du langage, Ok. avec un point fort qui était l'expérimentation sur le bébé. C'était un des quelques laboratoires en France et même dans le monde qui avait démarré l'expérimentation sur le bébé et qui était vraiment réputé pour ça. Et moi, je trouvais ça intéressant. L'idée, enfin déjà, le problème de l'acquisition du langage, c'est un problème scientifique fascinant Mm. et essayer de l'éclairer en faisant des expériences sur des bébés, en essayant de comprendre ce qu'ils perçoivent, quel est le type de régularité qu'ils arrivent à extraire de la parole, etc. Ça, je trouvais ça passionnant. Donc voilà, c'était facile de m'attirer dans un nouveau domaine avec ce genre de questions. Ok. Du coup, c'était, je me souviens d'un cours, enfin, on a eu deux gros modules, moi, qui étaient faits par Yves Bolo à l'époque, dans mon université à Montpellier. Et j'ai trouvé ça aussi effectivement fascinant, tous ces protocoles avec les bébés sur les discriminations de phonèmes, de Mhm. syntaxe, à l'endroit, à l'envers, les capacités de discriminer des phonèmes de plein de langues, et puis que petit à petit, ça se spécialise. Mais après, après avoir suivi ces cours, j'avoue ne plus trop avoir suivi les actualités. Mais je me souviens qu'il y avait un peu justement une question qui était brûlante. Ça peut être intéressant que tu nous éclaires sur ça. C'était finalement, est-ce que il me semble que les questions de l'époque, en tout cas, c'était est-ce qu'il y a une sorte de pré-câblage de départ qui permettrait d'écarter un peu les notions, que c'est quelque chose qui est appris, entre guillemets, par imitation, ou qu'au final, il y a des structures déjà cérébrales préexistantes pour, en fait, pouvoir développer le langage. Je ne sais pas si la problématique telle que je l'ai dite, elle est correcte, mais... Si, si, ouais, ouais, c'est tout à fait ça en fait, hein. La toile de fond de tout ce champ de recherche, c'était globalement essayer de déterminer dans quelle mesure est-ce que il y avait des processus cognitifs qui étaient innés et qui étaient là déjà dans le cerveau du nouveau-né pour l'aider à apprendre le langage. Et puis, dans quelle mesure, évidemment, les choses sont apprises par exposition à une langue particulière, parce qu'il est évident que le français, on l'a appris, hein, on n'est pas né avec, mais, euh, mais malgré tout, la capacité à acquérir un langage en étant exposé à une langue particulière, bah ça, oui, ça nécessite sans doute des capacités précoces qui existent chez le nouveau-né humain et visiblement pas chez le nouveau-né chimpanzé ou d'autres espèces. Donc, c'était ça un peu tout le projet scientifique du labo de Jacques Meller. C'était voilà, essayer de déterminer quelle est la part d'inné, quelle est la part d'acquis dans les mécanismes d'acquisition du langage. Et aujourd'hui, on en est où de ça? Tu sais un petit peu ou tu as des news? Oui, alors je suis plus très actif dans ce domaine, mais j'ai des collègues toujours dans le même labo qui le sont. Et disons, on est loin d'avoir la réponse définitive à ce sujet, mais on a des modèles un peu plus précis qu'à l'époque, des mécanismes des différents aspects du langage, de l'acquisition des différents aspects du langage. Bon, de mon point de vue, enfin, disons schématiquement, on est resté sur la même idée que oui, il y a des capacités innées qui sont là pour aider l'enfant à acquérir le langage à partir de l'input qu'il reçoit, de la parole qu'il entend, etc. Et moi, à l'époque, mes travaux, ça portait sur essayer de déterminer les propriétés phonologiques des langues, donc caractériser les sons des langues, et en particulier le rythme de la parole. Ok. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma thèse à tester des nouveau-nés entre 2 et 5 jours et à essayer de comprendre quels étaient les différents types de rythmes qui distinguaient. Ça doit être passionnant, en effet. Ouais, 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 non, j'ai adoré cette époque. Ouais. Et je me souviens que cet enseignant, il nous disait que, enfin, en tout cas, lui,
alors peut-être c'était aussi ses thèses à lui qu'il souhaitait défendre, mais en tout cas, je trouve que ça se défendait bien. Lui, il était vraiment sur l'acquisition de la morphosyntaxe. Donc, comment l'enfant, il arrive à passer du stade mot au stade phrase et il expliquait, en tout cas avec tout un raisonnement scientifique qui s'appuyait sur énormément d'études sur le bébé, qu'en fait, c'était impossible que ce soit par apprentissage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'apprentissage explicite de comment on construit une phrase et que la façon dont le bébé passait du mot à la phrase, aux phrases, c'était très certainement lié quand même à des compétences innées, à ce qu'il appelait du pré-câblage, mais je sais pas Oui, si... oui, bien sûr. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est sûr que c'est dans le domaine de la syntaxe où, où il est le plus clair qu'il n'y a pas suffisamment d'informations dans ce qu'entend l'enfant pour en déduire la grammaire de sa langue. Et c'est sûr que la grammaire de la langue, elle n'est pas enseignée à l'enfant par les parents, parce que déjà, ce qu'on appelle la grammaire, c'est pas la grammaire qui est enseignée à l'école, c'est la grammaire qu'on a dans le cerveau et qui fait que on produit des phrases qui sont syntaxiquement correctes en français et qu'on comprend ce que les autres disent. Et cette grammaire-là, on n'en a même pas conscience, en fait. Donc, on serait bien incapable de l'enseigner aux enfants. Mais l'enfant, lui, il arrive à acquérir cette grammaire et à finalement se focaliser sur la grammaire du français plutôt que la grammaire de l'allemand ou du japonais ou de l'arabe, quoi. Et il le fait sur la base de la parole qu'il entend, mais qui contient pas de l'information explicitement grammaticale. Donc là, il y a vraiment un mystère qui, oui, qui nécessite de supposer que il a déjà un certain nombre de choses précablées, sinon il pourrait pas y arriver. C'est ça. Est-ce que selon toi, ça, parce que c'est un domaine que je connais beaucoup moins, mais ça rejoint cette idée un petit peu que le cerveau quand même serait une sorte, dans une certaine mesure, une sorte d'ordinateur qui fait des calculs probabilistes pour s'adapter en fait à l'environnement, mais de manière un peu, là pour le coup, implicite, inconsciente. C'est-à-dire que l'enfant il n'aurait pas conscience qu'il construit des phrases, il n'a pas conscience qu'il... Oui, bien sûr. Bah, que le cerveau fasse des calculs, oui, ça, on va dire que c'est un présupposé qui est commun à toutes les sciences cognitives. Ok. Euh, oui, donc il y a à la fois l'aspect apprentissage statistique parce que voilà, l'enfant il entend plein de mots, il entend plein de phrases, etc. Et il y a des régularités à détecter parmi tous ces mots et toutes ces phrases et tous ces sons de paroles qu'il entend. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage statistique. Mais après, il y a une partie, et de toutes ces statistiques que j'ai faites sur la parole, j'en extrais des connaissances qui sont plus abstraites, donc typiquement des connaissances grammaticales. Et c'est dans cette partie d'induction de connaissances plus abstraites que là, bah, il y a besoin de certains mécanismes dans le cerveau qui sont pas triviaux. Ok. Bon. Et qu'est-ce qui t'a amené alors du coup du langage oral au langage écrit, parce qu'il me semble du coup que tu t'es quand même pas mal spécialisé dans la dyslexie. C'était tout de suite après la dyslexie ou quand même... Oui, oui, j'ai démarré à travailler sur la dyslexie pendant mon postdoc, donc à partir de 2000. Mais en fait, mon intérêt n'était pas vraiment pour le langage écrit en tant que tel. Moi, c'était vraiment le langage oral qui m'intéressait. D'accord? Et par contre, ce qui m'a attiré vers la dyslexie et le trouble du langage, c'était l'idée qu'on ait un modèle pathologique de l'acquisition du langage. Parce D'accord. que ça soit de la dyslexie ou un trouble du langage oral, finalement, même la dyslexie, c'est quand même fondé dans un problème de processus de traitement du langage oral. Ok. Hein, c'est ce qu'on appelle le déficit phonologique. Donc, l'idée, c'était que les enfants, pour dire les choses rapidement sur la dyslexie, la plupart des enfants dyslexiques, ils ont ce qu'on appelle un déficit phonologique, donc une difficulté à bien percevoir les sons de la parole et à les manipuler mentalement, à y prêter attention, etc. Et puis un jour, ils vont avoir du mal à les relier aux lettres, D'accord. d'où la manifestation dans l'apprentissage du langage écrit, alors que c'est pas tellement visible dans leur langage oral. Ok. Mais du coup, voilà, l'idée c'était de se dire, bah, peut-être en fait dès la naissance, ils ont cette difficulté avec les sons de la parole, et donc c'était ça le lien entre ma compétence sur la perception de la parole chez le nouveau-né, et puis d'essayer d'aller voir comment ça se développe au cours des années, et comment, bah, chez certains nouveau-nés qui auraient
des capacités perceptives ou cognitives un petit peu différentes relativement à la parole, comment est-ce que ça pourrait être un facteur de risque pour la dyslexie? C'était ça, un peu ça l'idée. Et alors les résultats, c'est intéressant ça du coup. L'état de la recherche ou les résultats que tu eu au fur et à mesure des recherches, ça donne quoi du coup? Alors, bah, finalement, bon, il se trouve qu'après, j'ai divergé quand j'ai étudié la dyslexie et j'ai beaucoup moins abordé ce sujet que ce que j'imaginais. Mais donc, globalement, j'ai fait un post-doctorat. Je suis allé à Londres, à University College London, où j'ai travaillé avec Uta Frith, et qui est non seulement une spécialiste de l'autisme, mais qui était aussi une spécialiste de la dyslexie. Ok. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler sur la dyslexie avec elle et avec d'autres collaborateurs à Londres aussi. Et, euh, et à partir de là, en fait, j'étais arrivé dans le labo avec un projet sur l'acquisition, enfin ouais, sur le langage, les capacités de langage oral chez les enfants dyslexiques. Et puis quand j'ai commencé à faire ma revue de littérature sur la dyslexie, j'ai découvert d'autres problèmes qui m'ont paru plus intéressants et je me suis lancé dans un autre projet assez différent finalement. Ouais. Parce que voilà, j'avais constaté qu'il y avait plein de théories de la dyslexie, une théorie phonologique, une théorie auditive, une théorie visuelle, plusieurs théories visuelles, une théorie motrice, une théorie sur le cervelet, le système magno-cellulaire, etc. Enfin bref, il y avait des tas de théories dans la littérature et je trouvais ça complètement aberrant. Je me disais, mais comment c'est possible qu'on ait toutes ces théories et que personne n'ait encore réussi à trancher? Donc je me suis lancé dans un projet qui visait justement à essayer de comparer les prédictions des différentes théories pour essayer de clarifier un peu tout ça. Bon. Et ça donnait quoi alors en résultat Et justement? ben ça a donné, donc du coup, j'ai fait vraiment la première étude qui a comparé de manière très systématique un peu toutes les théories de la dyslexie, les unes contre les autres, chez les mêmes individus. Ok. Donc, pour tester toutes les théories chez les mêmes individus, en gros, j'avais constitué une batterie de tests qui faisait 10 heures. Les participants mettaient 10 heures à faire toute ma batterie, en plusieurs séances, évidemment. Donc c'était un gros projet et ça permettait de voir, voilà, de tester au sein de chaque individu quelle était la théorie qui expliquait le mieux sa dyslexie. Et ce que j'ai trouvé à la fin, c'était que pour la plupart des personnes dyslexiques, la théorie phonologique était celle qui expliquait le mieux leurs difficultés avec le langage écrit. J'ai trouvé des petites choses dans le domaine visuel, dans le domaine moteur, etc. Mais ça avait pas l'air de jouer un rôle vraiment explicatif dans la difficulté d'apprentissage de la lecture. Ça avait l'air d'être plutôt des comorbidités, donc voilà, des troubles qui sont un peu associés à la dyslexie. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça, t'as continué après autour de la dyslexie? Tu continues toujours aujourd'hui autour de la dyslexie ou? Oui, oui, globalement, si on regarde ma carrière sur les 25 dernières années, c'est en fait le sujet principal de mes recherches. En tout cas, pendant 15 ans, j'ai été quelqu'un de très, très actif dans la recherche sur la dyslexie. Et bon, si je suis connu pour quelque chose dans le monde entier, c'est vraiment pour mes travaux sur la dyslexie. C'est là que j'ai le plus travaillé. Donc, quand je suis revenu en France, une fois que j'ai été recruté au CNRS, j'ai continué tout un programme de recherche sur la dyslexie, où j'ai continué à essayer de départager les différentes théories de la dyslexie. J'ai aussi essayé de creuser un petit peu la nature du déficit phonologique, mieux comprendre quels étaient les mécanismes de traitement qui étaient déficitaires chez les personnes dyslexiques. Et puis après, j'ai aussi lancé d'autres projets en imagerie cérébrale pour essayer de comprendre les bases cérébrales du déficit phonologique. Et Ok, puis j'ai aussi lancé un grand projet de génétique de la dyslexie, le premier qu'on a lancé en France avec Thomas Bourgeron, c'était il y a 20 ans déjà. Donc voilà, pendant 20 ans, en gros, j'ai essayé d'attaquer la dyslexie par tous les moyens possibles pour essayer vraiment de la comprendre le plus finement possible, voilà, du gène aux symptômes cognitifs et comportementaux. carrément. C'est passionnant. Enfin, moi, je suis vraiment intéressé pour que tu nous dises justement c'est quoi un petit peu les différents aussi, différentes connaissances qu'on a aujourd'hui, justement, sur l'aspect cérébral, sur les aspects phonologiques. Et après, on va en parler après, mais je le garde pour après. Mais effectivement, après, le- l'aboutissement, souvent, c'est aussi de savoir ben, comment aider les enfants. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres?
en partant vraiment de la recherche et de l'aspect du déficit phonologique ou des particularités phonologiques. Mais donc les résultats, déjà un petit peu les connaissances qu'on a à l'heure actuelle, tu dirais que c'est quoi autour de l'aspect cérébral, cognitif chez les enfants dyslexiques? Ouais, je dirais que, enfin, Génétique aussi, pardon. d'une certaine manière, ce que je dirais aujourd'hui, c'est presque la même chose que ce que j'aurais dit il y a 20 ans. Simplement, voilà, on a plein de pièces de puzzle et chacune, on la connaît un petit peu plus finement, on comprend un peu mieux comment elles sont reliées. Mais en même temps, je dirais que le scénario général, même s'il s'est affiné, il n'a pas changé radicalement. Pour moi, voilà, l'explication principale de la dyslexie, bah, au niveau cognitif, c'est toujours cette hypothèse d'un déficit phonologique, donc une difficulté à percevoir, distinguer, manipuler les sons de la parole qui ensuite va avoir des conséquences pour l'apprentissage du langage écrit. Voilà, avec des difficultés aussi de mémoire verbale à court terme, donc retenir un numéro de téléphone, par exemple, ce genre de choses. Et puis des difficultés des fois de récupération des mots à l'oral, enfin de les récupérer rapidement et de manière fluente, comme il faut quand on lit une page à voix haute, par exemple. Donc voilà, ça, c'est les symptômes typiques du déficit phonologique. On le comprend assez bien et c'est ça la principale clé, on va dire, pour réfléchir à de la remédiation. Hein, parce que finalement, voilà, comment on aide les enfants dyslexiques, eh ben, il faut se préoccuper de comment on leur enseigne la lecture et de s'assurer qu'ils ont bien les compétences phonologiques qui sont nécessaires pour l'apprentissage de la lecture, donc la conscience phonologique, voilà, développer ces capacités phonologiques qui sont déficitaires chez eux, éventuellement contourner le problème quand au niveau de la phonologie c'est vraiment trop difficile. Mais ça, à la limite, on le savait déjà il y a 20 ans, hein, d'une certaine manière, donc je peux pas me prévaloir d'avoir fait beaucoup progresser la clinique de la dyslexie. En tout cas, et on va en parler peut-être après, mais sur ce que tu viens de dire, ce que je trouve aussi qui mérite d'être souligné et peut-être développé, c'est que est-ce que ce diagnostic, entre guillemets, est relié vraiment à la conscience phondologique? Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît des chemins d'apprentissage ou d'exposition pour l'enfant qui sont voilà, plus favorables à développer cette conscience phonologique et d'autres qui le sont pas ou peu? Oui, donc de manière générale, la dyslexie, ça va se manifester principalement à partir du cours préparatoire quand on enseigne la lecture. Mais évidemment, comme il y a un déficit phonologique sous-jacent qui est ancré dans le langage oral, c'est potentiellement détectable avant. En tout cas, on peut en détecter des signes précurseurs avant, qui vont être les mêmes, hein, qui vont être les problèmes de conscience phonologique, la capacité à faire des rimes, à comparer les sons de la parole, etc. La capacité à retenir les comptines, etc. Et voilà, tout ce qui sollicite la mémoire à court terme. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on peut tester déjà chez des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc à la maternelle. Les difficultés de vocabulaire hein, aussi, évidemment. Donc tout ça, en gros, toutes les faiblesses de langage oral qu'on peut repérer chez les enfants d'âge de la maternelle, eh bien, on sait que ça va être des facteurs de risque de développer une dyslexie plus tard. Donc, ça n'équivaut pas à un diagnostic de dyslexie, parce que certains ne deviendront pas dyslexiques, mais les élèves qui ont ces difficultés en maternelle, clairement, ils attirent l'attention sur eux. Ça vaut la peine de se préoccuper un peu de leurs compétences en langage oral et d'essayer de les étayer Ouais. directement. Euh, et sachant que de toute façon, c'est déjà au programme de la maternelle, hein, développer le vocabulaire des enfants, développer leur conscience phonologique. Tout ça, ça fait déjà partie du programme de la maternelle, donc c'est très bien. Mais pour les élèves qui sont un peu en difficulté sur ces versants du langage oral, eh ben, ça vaut la peine d'y être attentif et de les étayer encore plus. Et en le faisant, on pense on peut prévenir des cas de dyslexie ou on peut diminuer la sévérité ultérieure des symptômes de la dyslexie. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire quoi, être précocement, euh, on peut repérer quand même des signes évocateurs, ou en tout cas qui méritent qu'on y apporte de l'attention et du focus. C'est vrai que pour rejoindre un peu ce que tu dis, bien que ça fasse partie quand même du programme de l'éducation nationale, normalement devrait être mis la priorité sur la socialisation et le langage à l'école maternelle,
Pour autant, j'ai cette sensation quand je vais faire des supervisions en ABA, tu sais, dans les classes spécifiques autisme. Mhm. J'ai pendant 6 7 ans, là, j'ai été beaucoup dans les écoles maternelles. Je remarque à quel point, en réalité, j'ai pas l'impression que les enfants sont extrêmement encouragés à prendre la parole, à parler, à raconter, à évoquer. Ils sont beaucoup plus, je trouve, à table, tu vois, en train de faire. Je parle vraiment des classes ordinaires, hein, je parle pas des classes avec pour les enfants autistes, tu vois, mais ils sont beaucoup plus finalement sur une préparation à ce qu'ils vont retrouver à l'école primaire, c'est-à-dire assis à une table en train d'écrire, d'écouter, de développer des capacités graphiques et de la production écrite, que finalement une vraie sollicitation et stimulation à construire des phrases, à développer du vocabulaire. Euh, Ah ouais, bon, je suis un peu étonné quand même de ce que tu dis, parce que c'est quand même le langage oral, c'est un gros morceau du programme de la maternelle, et quand même la plupart des enseignants de maternelle s'en occupent. Après, évidemment, comme tout ce qu'on voit dans l'éducation nationale, c'est extrêmement variable d'une classe à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Bon, ben voilà, il y en a qui vont plus ou moins mettre l'accent là-dessus, mais c'est quand même, pour moi, c'est quand même un noyau dur commun qu'on retrouve dans toutes les classes de maternelle. Ben, c'est-à-dire, je pense ils vont éventuellement, les enfants, être baignés dans un bain linguistique, évidemment, mais je trouve qu'on développe beaucoup plus le langage réceptif que vraiment le langage expressif, c'est-à-dire, voilà, demander aux enfants de parler, de dialoguer entre eux, de communiquer, ce qui rejoint aussi les habiletés sociales, qui est un de mes dadas. Je ne sais pas si tu sais, mais voilà, j'ai écrit pas mal de bouquins sur ce sujet, et je trouve que vraiment, en- en- même en classe ordinaire, on voit que les enfants, ils sont quand même en difficulté pour se raconter, raconter une anecdote, raconter des choses de manière un peu chronologique. Et j'aimais quand même l'hypothèse que ça fait partie du programme, mais souvent à travers des activités qui, selon moi, ne développent pas suffisamment cette communication spontanée, cette communication narrative. Euh, mais Ouais, non, mais ça bien sûr, tu as raison, mais ça, on va dire, c'est un peu intrinsèque à la classe entière. c'est ça, Quand on a 20 élèves devant soi, ben, c'est plus facile pour les élèves d'être en mode réceptif que de tous être en train de produire quelque chose. exactement. Donc, et donc après, voilà, les enseignants ont plus ou moins de talent pour arriver à proposer des activités qui engagent la participation active des élèves, etc., en faisant des groupes ou voilà, il y a plein de manières de faire en vérité, mais c'est vrai que c'est pas forcément le mode par défaut de tous les enseignants. C'est ça, et d'ailleurs, on le voit que les orthophonistes qui travaillent avec des jeunes enfants, justement, elles le constatent aussi, c'est-à-dire que vraiment la notion de production de l'oral, elle est quand même souvent moins, finalement, moins sollicitée Mhm. que ce qu'on pourrait penser en maternelle, alors qu'effectivement, le côté réceptif, ben, ils écoutent des histoires, ils apprennent des comptines, donc ils sont sur des modalités plus, voilà, je dirais plus réceptives, et c'est déjà très bien, ça développe énormément de choses, on est d'accord, mais, euh, mais ok. Et donc l'autre question tout à l'heure, oui, c'était du coup sur l'acquisition du coup de la lecture ou la rééducation, si je puis dire, de la dyslexie. Est-ce que tu as pu aboutir, voilà, à des méthodes qui permettent à ces enfants de développer plus facilement la conscience phonologique ou des méthodes qui semblent peu aussi efficaces ou peu... Alors, moi, personnellement, je fais pas de la recherche là-dessus, hein. Je fais pas de la recherche sur la remédiation, mais je vois ce qui se fait. Globalement, ce qui a fait le mieux la preuve de son efficacité, hein, c'est d'abord un enseignement de la lecture fondé sur des preuves, donc bien structuré, dans lequel on enseigne toutes les correspondances, graphèmes, phonèmes, de manière systématique, explicite et exhaustive. Donc ça, c'est vraiment la base. Pour les élèves dyslexiques, souvent, il en faut encore un peu plus que pour la plupart des élèves, donc encore plus explicite et systématique, avec vraiment de l'entraînement, pas mal de répétitions, etc. Euh, donc voilà, ça c'est la base. Et puis effectivement, essayer d'étayer toutes les compétences de langage oral qui font défaut, le vocabulaire, la conscience phonologique. Mais ça, on va dire, voilà, c'est de l'approche, c'est ce que font quasiment toutes les orthophonistes depuis des décennies, on va dire.
Donc je dirais de ce point de vue-là, enfin en tout cas voilà, de mon point de vue, ce qui est le mieux validé, c'est déjà ce que font toutes les orthophonistes et qu'on connaît depuis des décennies. Ouais. Et je dirais que la recherche fondamentale, elle n'a pas apporté des connaissances extrêmement nouvelles qui éclairent la clinique à ce niveau-là, hein. Par Mm. contre, ce qui est vrai, c'est que ben, cette profusion de théories de la dyslexie que je décrivais tout à l'heure, ça a inspiré beaucoup de gens qui ont inventé des traitements. Alors voilà, donc typiquement, ben, les théories visuelles de la dyslexie, ça a inspiré des gens sur des remédiations visuelles. Donc, on a tout vu. On a vu des filtres colorés, on a vu des lunettes colorées, on a vu des lunettes à prisme. Aujourd'hui, le truc à la mode, c'est les lampes stroboscopiques ou les lunettes aussi stroboscopiques. Enfin voilà, parce que les théories se renouvellent. Il y en a qui en inventent tous les jours des nouvelles théories et donc et les traitements qui vont avec. Il y avait des théories auditives de la dyslexie, donc supposant des déficits auditifs qui n'étaient pas spécifiques à la parole. Et donc évidemment, dès les années 90, il y a des gens qui ont mis en place des logiciels de rééducation auditive. Et depuis, ça n'a pas arrêté, hein. Il y en a encore cette année qui sortent des nouveaux logiciels de rééducation auditive. Et puis, il y en avait d'autres qui avaient des rééducations motrices. Et puis après, avec des théories plus ou moins fumeuses, comme la rééducation des réflexes archaïques. Enfin, on a tout vu dans la dyslexie, hein, Ouais. tous les trucs qui ont pu être inventés. Voilà. Donc, de mon point de vue, tous ces traitements inspirés de théories qui étaient déjà pas très bien validées scientifiquement à la base, bah, ils n'ont pas non plus vraiment fait la preuve de leur efficacité, ce qui est pas très étonnant, même si il faut rester pragmatique, il faut avoir l'esprit ouvert. La compréhension des causes, c'est une chose, les théories bien validées, c'est une chose, mais après, on a des outils qui, en pratique, visent à améliorer les difficultés des enfants. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Là, pour le coup, la seule chose qu'il faut faire, c'est évaluer l'efficacité du traitement. Et même si on comprend pas pourquoi il marche, ça peut marcher des fois. Donc, je dirais, voilà, faut garder l'esprit ouvert vis-à-vis des traitements. Par contre, il faut être quand même très exigeant vis-à-vis des gens qui produisent et souvent commercialisent ces traitements. Il faut leur demander de les évaluer rigoureusement. Et oui. Et ça, c'est un peu le problème qu'on voit actuellement, enfin qu'on voit depuis longtemps, hein, c'est que constamment on voit des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, qui sont vendus parfois très cher, mais qui ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Oui, c'est ça. Actuellement, voilà, il y a des entreprises qui essayent d'inonder des écoles, des collèges avec des lampes magiques qui sont censées faire mieux lire les enfants dyslexiques. Il n'y a aucune preuve d'efficacité, il n'y a aucune raison théorique pour laquelle ça pourrait marcher, mais n'empêche que ça diffuse et ça vend, hein. Mais oui, ben, ça me permettrait justement de faire le lien avec on va dire le sujet suivant, mais au moins le lien sera fluide. Mais je sais que c'est pas, tu t'es pas sociologue ou anthropologue, mais à ton avis, d'où vient cette défiance un petit peu vis-à-vis de la science dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la psychologie, des sciences humaines? C'est très étonnant, je trouve, qui est un petit peu à la fois une forme de défiance ou de résistance à appliquer des choses dont on sait qu'elles marchent, dont on sait qu'elles ont été éprouvées, et systématiquement aller, comme tu dis, vers un peu le truc marketing du moment, ou séduisant, ou qui a l'air un peu magique. Ouais, Là, Tu as là, bien réfléchi à cette question ouais. Non, sur ce sujet particulier, je dirais pas que ça découle d'une défiance envers la science. C'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt une vision un peu simpliste de la science. Souvent, c'est soit ça part des chercheurs eux-mêmes, des chercheurs qui sont convaincus par leur théorie et qui veulent dériver ça en traitement très rapidement et qui sont convaincus que leur traitement va marcher. Ils en sont un peu trop convaincus, mais c'est leur bébé, voilà. Ou alors, des fois, ça vient d'entrepreneurs qui ont une vision un peu trop naïve de la science, qui se disent, ah oui, il y a telle théorie, ils ont montré que c'était tel déficit, donc on va faire tel produit qui va cibler ce déficit, et hop, voilà, on développe rapidement et on vend. Et ils n'ont pas du tout cette démarche de rigueur, de prudence vis-à-vis de la qualité des résultats scientifiques, d'exiger que ça soit répliqué avant d'y croire, etc., de regarder les résultats qui sont en conflit.
Ils ont un truc ils ont une théorie, ils foncent dedans tête baissée et ils développent leurs produits. Et puis après, bah, ils sont étonnés que ça marche pas ou ils sont étonnés que des chercheurs comme moi prennent position publiquement contre leurs produits. Bah oui, mais ils sont allés un petit peu vite en besogne. Mais donc pour moi, ça relève pas de la défiance envers la science, c'est plutôt de vouloir appliquer la science d'une manière un petit peu trop hâtive et pas assez prudente. Et de pas assez bien évaluer l'efficacité des produits qui sont développés. Ouais, je te rejoins sur l'idée des gens qui veulent vendre des choses, mais si on pense par exemple aux sciences de l'éducation ou à la formation des enseignants, encore aujourd'hui, hein, mais il y a encore une vingtaine d'années, je me souviens que quand je parlais de comportementalisme, de renforcement positif, on était vus, on était perçus comme des dresseurs de chiens, quoi, vraiment, et Mhm. comme des gens horribles qui n'avaient rien compris, à l'être humain, à l'humanisme, enfin. Ouais, ouais. J'ai encore ce genre de réaction en 2025. Ouais, ouais. Et c'est aussi à ça que je faisais référence quand je parle d'une défiance vieille de la science, c'est-à-dire que typiquement apprendre, en tout cas une partie de l'apprentissage, l'idée c'est de modifier des comportements, et on sait qu'il y a des stratégies qui fonctionnent pour modifier des comportements. Voilà, la petitesse des objectifs, la répétition, le renforcement positif, et c'est des choses assez somme toute assez simples finalement, mais qui vont tout de suite faire référence à d'autres personnes, voilà, à d'autres significations. Et c'est ça qui m'a toujours un petit peu, qui m'interroge toujours, c'est le fait de se sentir un peu, moi j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de se sentir menacé par tout ce qui va être démontré par des preuves scientifiques ou de pointer du Ouais, doigt ce qui ne l'est pas en tout cas. ouais, mais donc là, je vois très bien de quoi tu veux parler. Et en même temps, je décrirais pas non plus ça comme une défiance vis-à-vis de la science, mais c'est plutôt une autre compréhension de la science, on va dire. Parce que parce que, en fait, voilà, dans ces domaines, dans toutes les sciences humaines et sociales, bah, il y a toujours plusieurs courants qui ont des orientations qui peuvent être conflictuelles. Et, Ouais, et chacun a sa vision et a sa compréhension particulière de ce que c'est la bonne approche scientifique dans son domaine, en fait. ouais. Et parfois même, des gens se réclament d'épistémologies différentes. Et ils ont tendance à penser que nous qui cherchons des preuves expérimentales de ce que nous affirmons, bah, c'est juste que nous avons une épistémologie un peu particulière et terriblement étroite et bornée, alors qu'eux, ils prennent en compte d'autres preuves. Alors après, bon, évidemment, moi, je suis pas d'accord avec ce discours. Après, il faut gratter, mais oui, mais c'est quoi vos preuves à vous et qu'est-ce qu'elles valent et pourquoi est-ce qu'elles sont convaincantes ou pas convaincantes, etc. Là, il y a des discussions intéressantes à avoir. Mais bon, le fait est que les SHS sont fragmentés entre de multiples courants qui chacun puise leur théorie à la source de données différentes. Et bon, c'est pas toujours facile de dialoguer avec des gens qui sont pas défiants envers la science en tant que telle, mais qui ont une vision très différente de ce qu'est la science, en fait. Ouais, mais pourtant c'est étrange. Après, peut-être c'est moi qui suis borné justement, hein. Parce que là, pour moi, la science, entre guillemets, c'est la science. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit mesurable, reproductible, observable. On s'appuie sur des choses à minima de ces trois critères et on va essayer de démêler, finalement, de poser des questions, puis de démêler le vrai du faux. Oui, essayer, je dis bien, mais mettre en évidence des choses. Mais c'est vrai que quand des personnes s'appuient sur des choses qui sont ni observables, ni mesurables, ni reproductibles, je ne vois pas comment on peut appeler ça de la science en réalité, au final. Oui, oui, non, mais disons, je partage ta vision, mais j'ai suffisamment côtoyé les autres pour voir que bah, elle n'est pas partagée universellement, c'est clair, hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui m'interroge justement. C'est pour ça que je t'interrogeais si savoir si tu as répondu, hein. Tu as dit que c'était effectivement pour eux certainement une autre version, une autre vision de la science que ces personnes. C'est pour ça qu'après, enfin, je pense que moi, disons, je pense qu'il faut pas être dogmatique dans le sens où dire je veux que des preuves expérimentales, etc. Moi, la manière dont j'essaye de dialoguer avec ces courants, c'est de dire, bon, voilà ce que vous affirmez. Pourquoi est-ce que vous affirmez ça? Quels sont vos arguments? Quelles sont vos données? Parce qu'il y a toujours des données quand même. Et, euh, J'essaye de les sensibiliser au fait que, OK, vous avez ces données, vous en tirez telle conclusion, mais est-ce qu'on pourrait pas en tirer des conclusions différentes finalement?
quelles seraient les hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes observations que vous avez faites. Parce Mm. que finalement, c'est pour ça que toi et moi, on a cette idée que bah voilà, il faut collecter des données d'une certaine manière et avoir des données factuelles et les analyser d'une certaine manière. C'est parce si on fait tout ça, si on applique une certaine forme de méthodologie, c'est parce que en fait, les données, elles sont toujours compatibles avec de multiples théories, de multiples modèles, de multiples hypothèses. Et en fait, le but de toutes les méthodologies qu'on utilise, c'est essayer de départager les hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes données. Mm. Pour moi, c'est un petit peu ça la clé, le nœud épistémologique. C'est par là que j'espère pouvoir montrer aux gens dans d'autres approches que, ben, en fait, si vous en restez là avec les données, les observations telles que vous les avez collectées, vous pouvez pas départager tout un tas d'hypothèses alternatives. Du Exactement. coup, la conclusion que vous tirez, c'est juste une conclusion parmi d'autres, mais on n'en sait pas plus. Et si vous voulez arriver à départager vos hypothèses alternatives, bah, il va falloir collecter d'autres données, faire tel contrôle pour être sûr que, etc. C'est comme ça, par exemple, que j'explique la méthodologie de l'essai randomisé contrôlé pour évaluer différents traitements. C'est pas pour le plaisir d'avoir une méthodologie hyper compliquée et coûteuse à mettre en œuvre, qui nécessite des grands effectifs, qui nécessite un groupe contrôle, des mesures avant, des mesures après. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est dur, et si on pouvait faire autrement, si on pouvait faire plus simple, ben on le ferait évidemment. Mm. Mais le problème, c'est que bah, dès qu'on enlève un ingrédient méthodologique de ce protocole, eh ben, il y a des hypothèses alternatives qu'on peut plus rejeter. Et du coup, on a un résultat, mais on ne sait pas pourquoi on a ce résultat. Mm. Donc voilà, mais je pense que c'est un dialogue, c'est un dialogue qui est en cours. Je désespère pas de convaincre les gens qu'il faut adopter une méthodologie un peu plus comme la nôtre pour y voir plus clair. Ouais, mais d'ailleurs, j'admire. Enfin, pour moi, tu es vraiment quelqu'un qui incarne même la posture scientifique, parce que même quand tu prends la parole, euh, on sent toujours qu'il y a une forme d'objectivité, de neutralité. T'es vraiment, tu restes sur ta ligne, là où des personnes en face peuvent être un petit peu activées par des passions ou oui, des différentes émotions. On voit que ben, toi, tu restes tu gardes ton cap. Et Ouais, bah, j'espère que c'est pas un cap dogmatique, hein, et non, non, non. je prétends pas non plus à l'objectivité, mais voilà, j'essaye de communiquer une certaine approche, on va dire. C'est ça, oui, une approche qui est fondée. Mais pour... Et ce que j'essaye aussi de faire, c'est aussi, même si voilà, je peux pas totalement prétendre à la neutralité, j'essaye de donner en exemple ce qui doit être, selon moi, l'attitude scientifique, qui est d'essayer de ne pas avoir de parti pris, d'a priori, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup vu ça, bah, typiquement dans mes recherches sur la dyslexie, où je voyais cette multiplicité de théories, et souvent ces théories, elles étaient incarnées, c'est-à-dire un chercheur avait inventé une théorie de la dyslexie, il collectait toutes les données, il faisait toutes les expériences qu'il fallait pour prouver sa théorie à lui. Et en gros, sa théorie, il allait la défendre jusqu'à la mort, et en Mm. dépit de toutes les données qui allaient pouvoir être accumulées. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a appris que oui, c'est facile pour un chercheur d'avoir son bébé, sa théorie, etc., et de vouloir la défendre, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la bonne science. Si on croit trop à la théorie qu'on veut défendre, alors on va biaiser toutes les données, on va biaiser toutes les interprétations. Et donc, c'est vrai que moi, cette confrontation avec toutes ces théories incarnées par des chercheurs qui étaient des fois des très grands chercheurs et plein de bonnes intentions, mais qui à la fin faisaient des choses qui n'étaient pas convaincantes, moi, ça m'a appris une certaine forme de distance, à la fois avec les théories, y compris celles que j'invente, et avec les données, y compris celles que je produis. Et ça m'a appris le scepticisme d'une certaine manière, vraiment le scepticisme scientifique, pour moi, avec un grand S, c'est-à-dire, c'est-à-dire ne jamais croire, ne jamais croire un truc à 100%, être toujours sceptique d'une hypothèse, se demander quel autre mécanisme pourrait expliquer ce qu'on a observé, euh, une nouvelle publication scientifique qui annonce tel résultat, etc. Bon, ben, quels sont les biais méthodologiques qui pourraient expliquer ces résultats? Enfin, on est tout le temps en train de rechercher la petite bête.
on est tout le temps en train de dire cette conclusion, oui, elle a l'air intéressante, mais en fait, il pourrait y avoir ceci, cela, cela. Donc, on est des empêcheurs de tourner en rond d'une certaine manière, mais c'est ça qui fait la force de la science, c'est-à-dire qu'on a érigé ce scepticisme en, en règle de vie et en méthodologie. Et c'est ça qui, à la fin, permet d'éliminer tout un tas de théories qui sont finalement inadéquates, qui expliquent pas correctement les données, et de se centrer sur, sur celles qui sont les meilleures à la fin, en fait. Hein, parce que c'est ça, en science, il y a un gaspillage énorme. La plupart des théories qu'on invente, la plupart des données qu'on collecte, la plupart des interprétations qu'on fait sont fausses. Et donc, va falloir les éliminer à un moment pour converger vers celles qui sont un petit peu meilleures. Donc, bref, voilà, c'est ça que j'essaye de donner en démonstration, c'est aussi de montrer que voilà, il faut pas croire chaque chercheur, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se publie, il faut, il faut être prudent avec les conclusions qu'on fait des données et avoir cette distance, y compris vis-à-vis de ce qu'on produit soi-même. Donc ne pas se marier avec sa théorie jusqu'à la mort et puis des fois voilà on teste une hypothèse et puis les données disent que l'hypothèse elle est rejetée et ben on l'accepte et puis on va en trouver une meilleure d'hypothèse. Ouais, ouais. Mais je pense, ce dont tu parles même, c'est de cette, limite, tu parles de chercheurs qui ont à peu près la même vision de l'épistémologie, c'est-à-dire de comment on construit des connaissances avec des données chiffrées, quantitatives. Mais là, par exemple, dernièrement, les débats qu'on a pu avoir autour encore du remboursement de la psychanalyse, enfin de soins basés sur la psychanalyse, là, on est encore dans une vision de l'épistémologie qui n'est même plus du tout basée sur ces choses-là. Et c'est vrai que quand je parle de défiance, tu vois, ou de résistance, c'est aussi ce sentiment que des personnes se sentent menacées dès qu'on leur parle d'études. Et souvent pour leur donner un exemple, moi, par exemple, là, je me suis formé il y a quelques années à une psychothérapie qui s'appelle thérapie de la cohérence émotionnelle et qui se base sur des recherches récentes en neurosciences sur la reconsolidation de la mémoire. Bon, la reconsolidation, si, pour le coup, tu vois, d'un point de vue épistémologique, il y a des papiers dans Nature, dans Science qui sont sortis, qui sont hyper intéressantes. Donc, je sais que la théorie, elle tient la route, mais par contre, je sais que la thérapie que j'utilise, elle n'est pas fondée sur des preuves scientifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé, que ça sera très compliqué d'en faire sur cette psychothérapie. Enfin, tu vois, je suis parfaitement à l'aise avec le fait qu'on en cerne les limites et qu'on en circonscrive, du coup, la probable efficacité ou non, toutes les limites de cette approche. Mais par contre, moi, ce que j'y ai trouvé intéressant, c'est cette approche, elle nous propose quand même une vision de l'être humain vraiment constructiviste, c'est-à-dire on réfléchit vraiment à comment la personne, elle a construit ses pensées, ce que les cognitivistes appellent les biais cognitifs, comment elle les a construits, pourquoi elle les a construits, quelle fonction ça a pour elle. En tout cas, cette psychothérapie, moi, je trouve qu'elle a rejoint beaucoup d'aspects, l'aspect fonctionnel du comportementalisme, l'aspect comment on construit des cognitions et une représentation du monde en fonction de nos expériences, et avec le fameux défi d'essayer de les transformer justement pour que certains symptômes disparaissent. Mais si tu veux, je me sentirais absolument pas menacé par le fait qu'on me dise, ce que tu utilises, tu sais pas en réalité vraiment si c'est ça, si c'est l'intervention ou si c'est telle ou telle chose qui va fonctionner, si vraiment tu crées de la reconsolidation pendant ton intervention ou pas de la mémoire. Enfin, là où ces personnes-là, elles se sentent immédiatement attaquées, les psychanalystes, en tout cas une partie des psychanalystes, pour pas ne tous les mettre dans le même panier, bien sûr, mais dans, ils se sentent immédiatement attaqués par le fait qu'on leur explique que ni la théorie, ni les applications cliniques de cette théorie ne marchent. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit dans une interview aussi, quand certains psychanalystes, pour toujours pareil, ne pas les mettre tous dans le même paquet, euh, euh, d'une part, vont critiquer sévèrement l'épistémologie scientifique, donc mesurable, reproductible, observable, mais après vont aussi se servir d'études quelquefois pour dire, ah, mais regardez, les études des psychothérapies psychodynamiques montrent qu'il y a des résultats. Et tu avais précisé effectivement que ce qu'on appelle psychanalyse et psychodynamique, c'est quand même souvent des choses assez différentes d'un point de vue aussi
théorique et clinique. Et c'est vrai que c'est pour moi encore un peu, c'est encore un peu nébuleux la façon dont les personnes reçoivent finalement l'évaluation scientifique. Quand on... Mais ça, pour le coup, je suis pas très étonné, hein. C'est normal que les personnes se sentent menacées. D'une part, du point de vue du praticien, voilà, si tu es psychologue clinicien, mais même si tu es enseignant, enfin voilà, vous faites des choses avec d'autres humains, et évidemment, vous avez des bonnes intentions, vous avez envie de faire du bien aux gens, vous avez envie d'enseigner des choses aux enfants, et donc chacun est forcément convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. Et dès que tu commences à dire aux gens, bah, peut-être qu'en fait, ce que vous faites, c'est pas si bien que ça, je comprends parfaitement qu'ils se sentent menacés, qu'ils se sentent attaqués personnellement. Ça, c'est parfaitement humain, hein. Et je dirais, a fortiori, quand cette pratique s'appuie sur tout un corpus théorique qui reflète un investissement tout au long d'une vie, en fait. Parce que alors ça pour le coup, c'est pas le cas pour les praticiens, mais quand on appuie sa pratique sur 20 ans d'études de la psychanalyse ou de n'importe quel autre corpus théorique finalement, dans lequel on s'est engagé personnellement parce qu'on a fait soi-même la thérapie en plus d'apprendre à la mettre en œuvre, euh, c'est comme l'engagement dans une religion, quoi. On a tellement donné pendant des décennies dans ce truc-là, on n'est juste pas psychologiquement capable de se dire, bah, en fait, j'ai eu tort pendant toutes ces décennies. Ça. J'aurais sans doute mieux investi mon temps et mon énergie à faire autre chose. Et peut-être j'aurais fait plus de bien aux patients si j'avais choisi une autre pratique. Et peut-être mes élèves auraient appris mieux si j'avais fait autrement. Euh, c'est non seulement dur pour le praticien de se dire qu'il n'a pas été aussi efficace que ce qu'il aurait pu, mais pour la personne qui a investi intellectuellement pendant très très longtemps dans une approche particulière, se dire qu'elle a eu tort pendant tout ce temps-là, je comprends que psychologiquement, ça puisse être très très douloureux. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à se déconvertir une fois qu'ils ont adhéré à une religion, une fois qu'ils ont adhéré à une approche théorique un petit peu dogmatique quelle qu'elle soit, ils vont jamais, enfin la plupart vont jamais réussir à en sortir en fait. Ouais. C'est le pied dans la porte, je crois qu'on appelle ça le phénomène du pied dans la porte en psychosocial. C'est pas que je me suis investi dans un truc, du coup, je n'ose plus partir, j'ose plus faire machine arrière, mais moi, alors, Et pour le ça, coup, c'est plutôt les coûts irrécupérables. ouais, c'est Le pied ça. dans la porte, c'est vraiment un investissement minimal, c'est dire oui à Mal. la première Ah oui, question, pardon. mais plus quand on a vraiment investi matériellement dans quelque chose, on se dit bon ben faut que je continue. Je peux pas perdre tout mon investissement, c'est pas possible. Mais ça, c'est vraiment, je pense, important de le dire, c'est que le scepticisme dont tu parlais. Moi, je me souviens, mon directeur de thèse, René Pry, une des premières choses qu'il nous a dit en Master 2, il nous a dit, mais c'est une phrase qui m'a vraiment m'est restée, il m'a dit, je ne crois pas en la capacité d'un être humain de changer la trajectoire d'un autre être humain. Alors, c'est pas très optimiste ça quand même pour un psychologue. Mais je crois que c'était, bien sûr qu'il nous disait ça plus dans une perspective de toujours remettre en question les choses qu'on allait souhaiter mettre en place ou les choses à laquelle on allait se former. C'est-à-dire que je pense qu'il a voulu démarrer un petit peu, il démarrait notre cursus de formation en disant, voilà, soyez critiques en fait, faites évoluer vos pratiques avec cette rigueur scientifique, justement, en tout cas, avec un minimum de rigueur scientifique. Et c'est vrai que c'est quand même... enfin, en tout cas, je te trouve très tolérant, hein. C'est quand tu parles que d'autres personnes ont une autre vision de l'épistémologie et notamment même de la science, parce que enfin, moi, je reste quand même persuadé que la science, ça reste de la science. Il faut quand même une approche qui soit rigoureuse avec des critères suffisamment rigoureux et que dans le domaine justement, comme tu dis, des sciences humaines, de la remédiation, que ce soit de la psychothérapie ou des méthodes éducatives on a quand même, effectivement, on a une forme de responsabilité. Et je trouve ça toujours inquiétant. Tu sais, je me suis quand même formé à l'EMDR, j'ai quand même voulu voir de quoi il s'agissait. Et ce qui m'a le plus sidéré et inquiété, c'était un petit peu, comme tu parles de religion, ben, un peu cette forme un peu de personnes qui viennent chercher une baguette magique et qui pensent qu'ils vont sauver la vie des autres, en fait, et que du jour au lendemain, il y a quelque chose
qui va, tu vois, révolutionner Ouais, ouais, leur ouais. monde et leur vie. Et des psychologues et des psychiatres qui, justement, me semblent pas avoir de base, une fois de plus, dans le cognitivisme, le comportementalisme. Là où si tu en as quelques-unes, ben, tu peux te dire, ah ben ça ressemble à de l'exposition, ça ressemble à la défocalisation, ça, des termes qui sont très largement connus, comme tu disais, depuis des années sur sur ces sciences-là. Mais voilà, ce manque d'intérêt ou de connaissances dans d'autres branches même de la psychologie, parfois, ben, crée un peu cette vulnérabilité des professionnels vers des choses un peu bizarres Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que le manque de connaissances ou de culture scientifique, bah, ça fait toujours défaut, évidemment. Mais après voilà, il y a le phénomène quand même juste typiquement humain qui est de manquer de scepticisme, de manquer d'esprit critique et de prendre un peu ses rêves pour des réalités. On, on vous raconte une nouvelle pratique qui fait des merveilles. Ben, on a envie de croire aux merveilles. Et donc, exactement. on l'apprend et on croit qu'on fait des merveilles. C'est ça. Et mais c'est humain, en fait. C'est difficile de ne pas tomber dans ce genre de travers. Il faut constamment lutter intellectuellement contre ce genre de tentation. Oui. Et puis même, moi qui suis à la base formé dans les TCC, que je continue à faire de la TCC, mais même les TCC, pourtant c'est une approche qui est réputée pragmatique, scientifique, j'y vois énormément de limites aussi. Enfin, je vois bien, Mhm. ah tiens, chez ce patient, l'exposition, ça marche en tout cas, ça fait baisser des symptômes, et puis sur celui-là, ça va prendre 30 séances, et puis beaucoup d'accompagnement, et puis je vais établir le même protocole et pourtant ça va pas avoir le même impact. Donc oui, on- on n'est pas, quand on fait de la TCC, je pense qu'aussi certains champs théoriques et de pratique sont tellement enfermés dans leur entre-soi qu'ils pensent qu'on veut les attaquer juste pour le plaisir de les attaquer, là où nous-mêmes, en permanence, on parle entre TCCistes des limites de nos approches. On parlait presque que de ça, si j'ose dire, entre professionnels. On parle pas des choses qui marchent, parce qu'elles marchent en fait. Mais c'est vrai que quand tu vas aller pointer du doigt, mais pourquoi vous faites ce truc-là? Quel est l'objectif de la séance? Quelles sont les techniques d'entretien que vous utilisez? Et là, quand on commence à avoir des points d'interrogation sur points d'interrogation qui se suivent, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué oui, de pouvoir attribuer un crédit à telle ou telle approche ou processus ou méthodologie. Mhm. Bah, surtout certaines approches qui n'ont même pas d'objectif, en fait. Oui, oui, c'est ça. Ou c'est même pas, il n'y a pas d'objectif de thérapie ou d'objectif poursuivi. Euh, mais j'aurais été aussi intéressé pour parler pour peut-être petit à petit, je vois le temps passer, mais surtout ce qui est aussi les différences entre les sexes. Donc c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, moi qui suis aussi qui m'intéresse beaucoup à la transidentité de l'enfance, tu vois, à plus tard, tout au long du développement, en tout cas quand ces problématiques se questionnent, ça m'a amené forcément à beaucoup lire autour de la sociologie du genre, données historiques sur le genre. J'ai vu aussi que tu avais fait, j'ai écouté un débat qui était extrêmement bien mené, justement, avec, sur le genre, je crois. Donc, Mhm. c'était le sexe précède-t-il le genre à laquelle tu as participé. C'était extrêmement bien mené d'un point de vue, en tout cas, presque. On se serait cru vraiment dans une école philosophique grecque où vraiment on devait parler des limites de notre approche, des avantages, des apports de l'autre et puis des désavantages de l'autre. Enfin, je sais plus exactement, mais c'était très chouette. Et, et donc, tu vois, la première, comme tu disais, à chaque fois, on veut défendre un peu nos trucs. Comme moi, je me suis beaucoup investi dans les études sociologiques sur le genre. Quand j'ai vu que tu commençais à mettre en évidence des différences entre les sexes, etc., ben moi aussi, ça m'a un petit peu, ça m'a un peu contrarié. Et une fois de plus, avec ce scepticisme vis-à-vis de moi-même, bien sûr, hein, j'ai un petit peu écouté ce que tu avais à dire et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je sais pas si on devait lancer un peu le sujet, si tu devais te lancer un petit peu dans le sujet comme ça,
sans question très précise, mais un peu large, qu'est-ce que tu dirais des pareils, des résultats, des connaissances actuelles que tu as pu avoir vis-à-vis de tes recherches ou des recherches de tes collègues sur cette question? Ouais, peut-être pour resituer d'où je viens, c'est pas un de mes sujets de recherche phare, on va dire, les différences entre les sexes. C'est plutôt quelque chose dans lequel je suis tombé progressivement, parce que en étudiant la dyslexie, euh, j'en ai rencontré des différences entre les sexes. Donc d'abord parce qu'il y a plus de garçons dyslexiques que de filles dyslexiques, ça on le savait dès le départ, pareil pour l'autisme et pour pas mal de troubles neurodéveloppementaux. Donc voilà, déjà ça c'est une donnée qui interroge. Ouais, Et puis moi, en creusant un petit peu, j'ai notamment fait de l'imagerie cérébrale sur la dyslexie. Je me suis beaucoup intéressé à l'anatomie du cerveau et dans quelle mesure les cerveaux des dyslexiques pourraient être configurés un petit peu différemment des cerveaux des contrôles. Et dans un certain nombre de mes études d'imagerie, j'ai trouvé des différences entre les cerveaux dyslexiques et contrôles, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les garçons et pour les filles. ok. Et ça, c'était pas quelque chose que j'avais cherché, c'est sorti comme ça des données. Et puis ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, peut-être la base cérébrale de la dyslexie, c'est pas tout à fait la même pour les garçons et pour les filles. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le premier à trouver ça et qu'il y avait des collègues qui déjà depuis les années 80 ils avaient une théorie de ça. Alors, bon, voilà, on peut parler de Geschwind et Galaburda qui avaient une théorie sur le rôle des hormones sexuelles dans le développement fœtal et comment ça induisait certaines asymétries cérébrales et certaines différences entre le cerveau masculin et féminin, mais aussi des différences chez certains cerveaux qui vont devenir dyslexiques ou autistes, etc. Donc, ils avaient une espèce de théorie qui intégrait le développement cérébral, les hormones fœtales, la différenciation entre les sexes et aussi des trajectoires neuroatypiques. Et il se trouve que j'ai connu Galaburda et que j'ai été vraiment très intéressé par ses travaux. Donc voilà, la dyslexie m'a conduit aux différences entre les sexes par ce biais-là. Et puis après, j'ai continué, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, en fait, il y a quand même un truc intéressant là. Et puis qui complète ce qu'on peut voir au quotidien, que les hommes sont un peu différents des femmes quand même. Donc voilà, c'est un sujet qui est clairement intrinsèquement intéressant, qui parle à tout le monde, et évidemment sur lequel on voit qu'il y a des positions extrêmement tranchées entre les gens qui pensent que le masculin et le féminin, c'est vraiment deux essences radicalement distinctes et totalement déterminées par des facteurs biologiques précoces, génétiques, hormonaux, etc. Et la position sociologique typique ou celle des études de genre, qui est de dire tout est construit socialement, toutes les différences entre les sexes sont construites socialement et il y a rien d'inné. Et du coup, on retombe encore sur une variante du débat entre l'inné et l'acquis, qui était mon point de départ, moi, dans l'acquisition du langage, Ouais. et qui reste un petit peu un fil conducteur, finalement, dans ma carrière. C'est vrai que, voilà, comprendre quelle est la part d'inné, quelle est la part d'acquis, que ça soit pour l'acquisition du langage, que ça soit pour les causes d'un trouble comme la dyslexie ou pour l'autisme, ou que ça soit pour la compréhension des différences entre les sexes, voilà, c'est hyper intéressant. Donc, Donc, du coup, de fil en aiguille, c'est un sujet qui est revenu périodiquement dans mes recherches. Au début, ça m'est tombé dessus et je le cherchais pas. Maintenant, je le cherche un petit peu plus systématiquement. À tel point qu'à une époque, j'ai écrit un article pour dire on peut plus faire des recherches sur la dyslexie sans regarder systématiquement les différences entre les sexes. Si on fait juste des études de groupe où on mélange les garçons et les filles ensemble et qu'on ne se pose pas la question s'ils ont les mêmes effets ou pas, on va rater des choses. Et de fait, on ratait un certain nombre de choses. d'accord. Donc, et je pense que maintenant c'est un discours qui est accepté, pas seulement pour la dyslexie, mais pour l'autisme et en fait pour toute la recherche biomédicale. En vérité, on s'est rendu compte que on différenciait pas assez les résultats entre les deux sexes. Euh, et donc maintenant, aujourd'hui, ça débouche un peu sur mes recherches dans le domaine scolaire, où, bon, voilà, à force de travailler sur la dyslexie, j'ai quand même fini par m'intéresser à l'apprentissage du langage écrit, et de l'apprentissage du langage écrit à l'ensemble des apprentissages scolaires. Aussi un peu avec cette idée que, voilà, moi, je fais avant tout de la recherche fondamentale pour satisfaire ma curiosité intellectuelle.
Mais en même temps, si on peut se rendre un petit peu utile à la société, c'est pas mal non plus. Et surtout, étant donné ben, voilà, tous les problèmes du système scolaire en France, on a envie d'aider un petit peu, quoi. C'est comme ça que j'ai orienté mon domaine de recherche de plus en plus vers les apprentissages scolaires. Et là, bah, là aussi, on en voit des différences entre les sexes. Donc déjà on en voit dans le développement du langage oral, avec les filles qui sont en avance sur les garçons en moyenne. Et ça, bon, c'est bien connu depuis longtemps, hein, évidemment. Ok. Mais voilà, à partir de l'école, ben, on voit les garçons qui commencent à prendre une certaine avance en mathématiques. Ça aussi, c'est une observation. Bon, il y a quelques années, on a observé que ça arrivait plus tôt que ce qu'on imaginait dès le cours préparatoire. Donc ça aussi, c'est un fait intéressant, on s'y attendait pas forcément. Et donc, du coup, ça repose la question, bah oui, alors pourquoi il y a des différences au niveau cognitif et au niveau des apprentissages scolaires qui émergent entre les garçons et les filles à tel âge ou à tel autre? Quels Mm. sont les facteurs sous-jacents? Et avec ce présupposé constant, quand on en parle autour de soi, quand on en entend parler dans les médias, le présupposé général, c'est toujours, ah ben c'est toujours la socialisation de genre, c'est toujours les biais dans la société, les biais des parents, les biais des enseignants, etc., etc. Ce que j'accepte parfaitement, c'est-à-dire que ces biais, ils existent, il n'y a aucune contestation là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que ça explique tout? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des données concernant des facteurs biologiques précoces? Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes raisons de penser qu'il y a de telles influences précoces aussi? Bon, voilà, c'est un peu les questions que j'essaye de soulever. Ouais, d'ailleurs, à chaque fois, tu mets bien en évidence cette nuance. Mais d'ailleurs, chez les filles, tu en avais parlé, enfin, le fait qu'effectivement, à l'issue déjà du cours préparatoire, il y avait une avance des garçons dans les compétences logico-mathématiques vis-à-vis des filles. Et tu l'expliquais, tu n'avais pas du tout mis de côté l'aspect sociologique, mais du coup, ça serait expliqué par quoi ces différences? Bah, à la fois, si tu peux parler de l'avance des filles dans le langage oral plus précocement dans le développement, et puis après, le manipulation des chiffres et du raisonnement logique chez les garçons. Qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre de l'inné et de l'acquis, et comment toi tu les pondérerais, tu vois, en termes de... Bah, on n'a pas la réponse finale. Ok, Mais, avec- déjà, ma réponse est différente de certains de mes collègues. Certains de mes collègues vont dire, on a la réponse, c'est totalement sociologique. ok, Ouais, donc déjà, moi j'essaye d'être un peu plus prudent de ce côté-là parce qu'il se trouve que je connais un peu pas mal les données au niveau biologique aussi. Mais bon, le fait est qu'on n'a pas on n'a pas la réponse finale. Mais bah, disons, d'abord, le problème est différent pour le langage et pour les maths. Pour les maths, la différence entre garçons et filles n'émerge qu'au cours du CP. ok, Alors que dans tous les tests de compétences, on va dire pré-mathématiques, les compétences numériques précoces, etc., avant l'âge de 6 ans, on n'en voit pas entre les garçons et les filles. Donc ok. c'est vrai que sur les maths, ça donne vraiment cette impression qu'il se passe quelque chose au cours du CP. Alors, évidemment, ça donne à beaucoup de gens envie de répondre, ah ben donc du coup, c'est l'école qui produit l'effet. Peut-être, et peut-être l'école a sa part de responsabilité. En même temps, le fait que ça se produise au cours du CP, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des facteurs plus précoces, mais que simplement la manifestation de ces effets, ben, ça va arriver à ce moment-là. Bon. Mm. Donc pour moi, ça tranche pas la question. Mais en tout cas, ça arrive relativement tardivement. Alors que pour le langage oral, c'est un phénomène beaucoup plus précoce. Parce qu'en fait, dès les premiers mots, les filles sont en avance sur les garçons. En moyenne, hein, c'est des petites différences, mais il y a un recouvrement dans les deux distributions. Ouais. Mais n'empêche que c'est clairement établi. Dès qu'on est capable de mesurer le développement du langage à 18 mois, à 24 mois, les filles sont en avance sur les garçons. Donc, c'est vrai que quand on regarde donc, le langage, ça donne l'impression qu'il y a quand même des facteurs un peu plus fondamentaux, un peu plus précoces et que c'est pas juste un effet de la scolarisation évidemment, mais de l'environnement plus globalement. Même si on n'exclut pas des facteurs dans l'environnement, et de fait, on a mené des études qui montrent que euh, on- les parents ont tendance à communiquer verbalement un peu plus vers leurs filles que Ouais. vers leurs garçons Exact. et que ça explique au moins une petite partie de la différence de vocabulaire typiquement entre les filles et les garçons. Donc ça c'est une étude qu'avec une doctorante, on a faite nous-mêmes sur la cohorte ELF. Mm. Donc je suis tout à fait ouvert à l'existence d'effets sociologiques et moi-même j'en publie.
Et juste Euh, et au niveau biologique, ce serait quoi alors du coup les différences qu'expliqueraient les garçons, les différences filles-garçons sur le langage oral, puis plus tard sur les aspects mathématiques, c'est ton avis? on n'a pas, disons, on peut le voir à différents aspects. Quels sont les mécanismes typiquement? Donc, on va dire que les mécanismes purement génétiques sont exclus parce que les garçons et les filles ne diffèrent que par les chromosomes sexuels et il n'y a pas tellement de raison de penser qu'ils sont particulièrement impliqués dans le langage ou dans les maths, etc. En gros, les garçons et les filles ont le même génome, bon, à part les chromosomes sexuels qui jouent un rôle particulier. Par contre, ce qui diffère énormément dans le développement du garçon et de la fille, c'est les hormones sexuelles. Et ça, c'est le rôle des chromosomes sexuels de différencier les gonades en ovaires et en testicules, et à partir de là, elles vont sécréter des hormones sexuelles différentes dès le premier trimestre de gestation. Et ça va imprégner tous les tissus, ça va différencier les tissus sexuellement, y compris le cerveau. Et donc ça, évidemment, c'est connu sur la base de beaucoup d'expériences qui ont été faites chez les animaux. On sait que c'est en grande partie la même chose chez les humains, même si on a beaucoup moins de preuves des mécanismes, parce qu'on ne peut pas faire les mêmes expériences chez les humains que chez les animaux. Mhm. Et donc, il y a toutes les raisons de penser que chez l'humain aussi, le cerveau, pendant la gestation, se différencie différemment entre les mâles et les femelles. Après, quels sont les détails? C'est là que ça devient extraordinairement difficile à savoir, parce que justement, on n'a pas les moyens expérimentaux d'aller voir ça. Mais Enfin, et- c'est à peu près sûr que ça guide le développement sexuel, hein, le fait que les garçons vont être attirés par les filles et les filles vont être attirées par les garçons dans la majorité de la population. Bon, bah ça a été sélectionné dans toutes les espèces pour favoriser la reproduction. ouais. C'est pas un grand mystère. Oui, oui. Et ça, forcément, c'est précablé quelque part dans le cerveau des mâles et des femelles pour la Mhm. plupart de la population qui est hétérosexuelle. Mhm. Donc, euh, donc, on est sûr qu'au moins pour la partie du cerveau qui gère le comportement sexuel, oui, ces Ouais. hormones vitales, elles jouent le rôle qu'elles doivent jouer et qu'elles jouent dans toutes les autres espèces. Après, pourquoi ça induirait des différenciations dans des fonctions cognitives de type langage ou mathématiques? Là, c'est beaucoup moins clair. Ok. On n'a Là, pas, il y a pas forcément un scénario favorisé pour expliquer ça, hein, mais ça peut être un contre-coup de la différenciation sexuelle qui se passe dans une autre région du cerveau. Enfin, je sais pas, hein, quand tu parlais tout à l'heure de développement fœtal, hormones, et puis après les différences entre garçons et filles, ça me faisait penser aux travaux de Baron Cohen, qui sont assez connus, donc professeur à Cambridge, donc, qui a été connu, bah, qui est entre guillemets souvent connu dans le domaine de l'autisme, mais initialement, ses recherches, je crois que c'est ça, ça évalue, il fait des corrélations entre l'imprégnation en testostérone et puis la préférence des bébés pour regarder des oui, objets mécaniques, enfin, en tout cas avec des mouvements mécaniques et prévisibles, et puis de l'autre côté des expressions faciales ou émotionnelles. Et il faisait cette corrélation justement sur le fait que les bébés les plus imprégnés en testostérone, donc la plupart du temps les garçons, bien sûr, avaient une préférence quand même pour les objets mécaniques, mais cette corrélation, apparemment, elle était vraiment sur, je crois que j'avais eu un article, il me semble, sur presque un demi-million, il en était même à un demi-million, alors je ne sais pas si c'est une revue d'articles qu'il a fait ou si c'était ces échantillons, parce que ça me semblerait un peu gros quand même, mais oui, ça c'est des études de questionnaire chez l'adulte, hein, d'accord, ok. c'est pas des études biologiques. Mais oui, Baron Cohen, à la base, il a une théorie de l'autisme et il s'est intéressé aux facteurs sous-jacents à l'autisme, génétiques, etc., dont des facteurs hormonaux, parce que ça revient un petit peu à la théorie que j'évoquais tout à l'heure de Geschwind et Galaburda, sur le fait que les hormones sexuelles au niveau fœtal peuvent, dans certains cas, faire dévier la trajectoire de développement du cerveau et induire des troubles tels que la dyslexie ou l'autisme. Et Mhm. donc, Baron Cohen a repris ça et il a apporté lui-même des données suggérant des corrélations entre l'imprégnation à la testostérone au stade fœtal et le risque d'autisme. Donc là, il a des données qui sont assez probantes, on va dire. Mais Et aussi sur les puis, comportements agressifs, il me semble, parce que, et l'empathie, je crois, parce que c'est un peu deux facteurs qu'il a un peu étudiés de manière vraiment très longitudinale et remarqué toujours cette corrélation entre bah,
moindre testostérone égale, notamment les filles les moins imprégnées en testostérone, hein, parce que même dans les filles, celles qui étaient le moins imprégnées, entre guillemets, auraient plus d'empathie, reconnaîtraient mieux les émotions sur les visages, et inversement, chez les garçons, les plus imprégnés avaient plus de comportements hétéro-agressifs, avec des profils qui allaient jusqu'à, je crois, la délinquance des peines, etc., de prison. Donc, bien sûr que l'environnement, là, après, il y a eu sûrement le double effet génétique environnement, mais qu'en tout cas, c'était des cohortes qu'il avait suivies, je crois, de manière longitudinale et qui Oui, montraient oui. ce genre de différence quand Bah, même. il a fait le lien entre la recherche sur les troubles neurodéveloppementaux et la recherche sur les différences entre les sexes pour arriver à cette théorie de l'autisme comme étant une version extrêmement mâle du cerveau. C'est ça. Euh, bon, on va dire, en tant que théorie de l'autisme, c'est un petit peu contesté, ou en tout cas, Oui. c'est un petit peu trop simpliste, on va dire. Mais cela dit, effectivement, les effets des hormones fétales, de la testostérone fétale en particulier, à la fois sur les troubles neurodéveloppementaux et d'autre part sur les différences entre les sexes, bon, là, il y a des données qui sont quand même relativement probantes. Et donc, du coup, oui, il y a une espèce de continuum. Euh, En fait, oui, c'est ça. Lui, il relie ça à deux grandes dimensions cognitives, ce qu'il appelle systematizing, donc la capacité à percevoir et à comprendre les systèmes, C'est et ça. empathizing, qui est plutôt la cognition sociale. Et ça débouche effectivement sur ces différences cognitives qu'on connaît déjà entre les sexes, avec les femmes qui sont un peu plus empathiques et douées en cognition sociale, et les hommes qui sont un peu plus intéressés par les systèmes et leur compréhension. Hmm. Donc lui, il essaye de relier tout en une seule grande théorie. Bon, je ne sais pas si la grande théorie est la bonne, mais voilà, il y a quand même des données intéressantes derrière qui méritent d'être prises en considération. En tout cas, il y avait, oui, alors, je suis désolé, par contre, je suis nul sur les noms d'auteurs, etc. J'ai une bonne mémoire des idées, des concepts, mais certaines biologistes et spécialisés en phylogénétique disaient que finalement, si on revient à l'origine de l'Homo sapiens sapiens, ben le fait, d'ailleurs tu en parlais aussi dans la conférence, le fait que la femelle ben, va enfanter, va garder le bébé, enfin, va mettre au monde le bébé, puis elle a l'allaiter. Et cette personne qui était en phylogénétique vraiment insistait sur le fait que la survie du bébé nécessitait de développer en fait un regard assez pointu sur la nature des relations dans le groupe pour assurer la survie de son bébé. Elle devait quand même s'assurer aussi bah, de la cohésion, enfin en tout cas pas de la cohésion sociale, mais en tout cas, de l'adhésion sociale et de son cercle social. Et que donc peut-être que dans cette orchestration un petit peu reliée à la naissance et la maternité, il y a quelque chose qui pouvait se jouer dans le fait que le cerveau, en tout cas les hormones moins imprégnées en testostérone, pouvaient aussi être associées à cette dimension sociale et empathique. Bon, je trouvais ça. C'est la partie la plus controversée de la théorie, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. On sait pas jusqu'où c'est vrai en vérité. Ouais, Mais, ce qui est sûr, c'est que, ben voilà, comme comme la reproduction n'implique pas les mêmes étapes et les mêmes comportements pour les hommes et pour les femmes, que forcément les femmes elles sont contraintes à la gestation puis à l'allaitement. Donc le sexe femelle dans toutes les espèces, c'est le sexe qui investit le plus dans sa progéniture. Euh, du coup, ça veut dire que même si globalement les mâles et les femelles, ils sont pareils, ils vivent dans le même environnement, ils développent les mêmes fonctions cognitives, ben, en fait, ils vivent dans des niches écologiques un tout petit peu différentes, avec les femelles qui sont mobilisées par la gestation et l'allaitement et qui sont du coup un peu moins mobiles et qui sont très très focalisées sur l'élevage des petits, et les mâles qui investissent moins dans la reproduction et qui sont plus libres d'aller loin du foyer, chasser, etc. Et du coup, ça peut avoir sélectionné des capacités cognitives à des degrés légèrement différents entre les hommes et les femmes. oui, C'est un peu controversé parce que voilà, c'est de la psychologie évolutionnaire qui n'a pas forcément très bonne presse et on n'a pas de preuves vraiment définitives que ça soit le cas. Mais oui, ça a le mérite de donner un scénario plausible des résultats biologiques qu'on a par oui. ailleurs sur les hormones fétales, par exemple. Ça fait du sens d'un point de vue.
enfin, si on pense à l'évolution juste à la survie de l'espèce, ça fait du sens au début, en tout cas, de l'évolution. Après, bien sûr, bah, qu'il y a des systèmes, enfin, l'être humain étant doté après de langage et de pensée, bah, qu'il y a la culture et la sociologie qui va s'inspirer de ces modèles de départ qui visent l'évolution, peut-être pour maintenir cette évolution, mais peut-être, ouais, peut-être qu'il y a un petit scénario de départ dans ce registre. Mais c'est vrai que j'avais aussi lu une étude en Norvège, par exemple, je crois, qui font l'éducation non genrée à l'école. Et en tout cas, voilà, ils s'attardent, en tout cas, ils s'intéressent au fait de ne pas genrer les enfants, de ne pas faire d'activités genrées, des groupes genrés. Et qu'au final, il semblerait que c'est un des pays où les métiers sont les plus stéréotypés au niveau du genre. C'est-à-dire où il y a beaucoup plus d'hommes ingénieurs que dans d'autres pays, et il y a beaucoup plus de femmes infirmières en termes de proportion que d'autres pays. Ouais. Donc ça aussi, je trouvais ça quand même assez, Et assez... c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'égalité de genre, bon, qui est aussi un truc un peu controversé, mais le phénomène général, c'est que dans les pays qui sont censés être les plus égalitaires entre les hommes et les femmes, on pourrait penser, enfin, selon l'hypothèse sociologique de base, le fait d'être le plus égalitaire, ça devrait réduire au maximum les différences entre les sexes. Et le constat, c'est que ça les réduit pas tant que ça et qu'au contraire, les choix qui sont exprimés par les hommes et les femmes dans leurs orientations d'études et dans leurs choix professionnels sont au contraire très différenciés, plus différenciés que dans des pays beaucoup moins égalitaires. Ce qui est un résultat intéressant et une interprétation possible, c'est de dire simplement, même sans supposer des différences de capacité cognitive entre hommes et femmes, mais spontanément, les hommes et femmes n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les intérêts pour les mêmes activités. Et, euh, et finalement, dans ces pays qui sont les plus égalitaires, qui sont aussi les pays où la liberté des individus est la plus grande, eh ben, quand les individus sont libres de faire ce qu'ils veulent, eh ben, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est peut-être les pays dans lesquels les aspirations intrinsèques des hommes et des femmes se révèlent dans leur plus grande étendue. Mais moi, je me posais aussi, bah, tu vois, nos deux positions, elles pourront faire comment dire, elles pourront être la représentation des postures qui puissent exister. Mais moi, une autre hypothèse que j'avais, c'était de me dire plutôt que en laissant libre cours, justement, enfin, comme il y a une sorte de liberté de départ euh, et que les personnes ne sont pas guidées vers des choix spécifiques, ben, qu'ils allaient être plus facilement influencés quand même par les stéréotypes que véhicule ben, la société, c'est-à-dire quand même les médias, les films, etc. Parce qu'au demeurant, ils n'en ont pas eu d'autres. Et bon, moi, j'émettais aussi cette hypothèse que l'être humain en général, il aime quand même les catégories, il aime en fait se labelliser ou s'étiqueter en fonction de phénomènes extérieurs à lui, et que donc, enfin, je trouve que l'hypothèse sociologique serait aussi intéressante que l'hypothèse biologique dans ce constat-là. Je me dis que trop de liberté, finalement, ça créerait une sorte ouais, d'adhésion encore plus facile aux stéréotypes parce qu'il n'y a pas d'autre modèle, si tu veux. Alors moi, je me questionne, enfin, là, pour être parfaitement scientifique, il faudrait un groupe, des groupes, tu vois, à contrôler, où on proposerait des éducations complètement avec des stéréotypes inversés, sans aucune exposition aux stéréotypes, et voir si vraiment, là, il y aurait une inversion des rôles ou des choses beaucoup plus équilibrées. Malheureusement, ce sera jamais possible à faire, mais Non, c'est pour ça qu'on n'a que des pseudo-expériences imparfaites qui sont les comparaisons entre pays, c'est qui ça. varient selon différentes modalités culturelles. Le problème, c'est quand on fait les comparaisons entre pays, il y a plein de facteurs confondus parce qu'il y a plein de choses qui diffèrent entre les pays. Et donc, on a beau dire, bon, voilà, en Norvège, ils sont plus égalitaires qu'au Maroc. Bon, ben, en fait, il y a aussi plein d'autres choses qui diffèrent. Donc, comment tu interprètes les différences que tu observes? C'est loin d'être clair. Le pays dont je connaissais, c'était en tout cas en Algérie. Il y a beaucoup plus de femmes dans les cursus scientifiques que ailleurs dans le monde, enfin, ailleurs en Europe ou en France.
et que ça s'expliquait surtout que le parcours, le parcours scolaire universitaire était quelque chose d'extrêmement valorisé et que ces branches-là permettaient de gagner souvent plus d'argent, en tout cas étaient plus réputées en Algérie. Et donc, comme on a quand même l'éducation, c'est quand même bien mixisé depuis une vingtaine d'années, très diffusé autant aux hommes qu'aux femmes. Les études sont vraiment, il y a autant d'hommes et que de femmes quasiment qui font des études aujourd'hui en Algérie. Ces cursus-là qui étaient beaucoup plus finalement fermés, moins évidents à intégrer par les femmes, ont été quand même bien investis. Euh, donc comme quoi, ouais, je sais pas, je sais Ouais, pas. ouais. Et l'Algérie est pas le seul pays comme ça où effectivement les femmes ont l'air de surinvestir les études scientifiques. C'est vrai dans pas mal de pays musulmans. C'est le cas en Turquie, en Jordanie, etc. Même en Arabie Saoudite, il y en a beaucoup en informatique de manière surprenante. Et bon, une interprétation de ça, c'est que c'est quand même des sociétés où la femme est très subordonnée à l'homme encore. Et pour elle, finalement, faire des études qui aboutissent à des carrières rémunératrices, ben, c'est finalement le meilleur moyen de s'émanciper, de Exactement. plus être soumise ni au père, ni au grand frère, Donc, quelquefois, les ni au mécanismes mari. adaptatifs, ouais, c'est ça, et presque de survie, ça peut être, ça peut être aussi, Mm. ça peut créer des... Mais donc, en fait, ça veut dire que quand même, elles font ces choix-là parce qu'elles y sont contraintes d'une certaine manière par la culture locale, Mm, alors qu'en Norvège, bah, elles n'ont pas ce genre de contraintes. Elles sont de toute façon libres et autonomes, quoi qu'elles fassent. mm, Donc, elles sont peut-être plus libres d'aller aussi vers leurs aspirations intrinsèques. mm. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à montrer, et ça c'est vrai que dans un livre que j'ai écrit là sur la transidentité, j'ai été très critique vis-à-vis des Disney qui quand même véhiculent beaucoup de stéréotypes. Et là, je trouve que depuis quelques années seulement, il y a quelque chose qui se renverse un petit peu dans la représentativité. Mais c'est qu'on n'a pas, tu vois, on n'a pas de représentativité d'une femme scientifique ou, tu vois, dans des médias, dans des films, ça va toujours être le savant, le chercheur qui est dans son laboratoire, l'ingénieur qui construit tu vois, les Batmobiles ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, on est Oui, toujours oui, oui. dans des Non, stéréotypes. c'est sûr que les représentations des hommes et des femmes sont très stéréotypées, ou en tout cas elles l'étaient jusqu'à il y a peu. Et c'est vrai que là maintenant on observe un certain renversement qui va presque dans l'excès inverse, où il faut toujours que tout soit fait par une femme noire. Mais bon, voilà, il y a largement de quoi compenser, hein. Il y avait suffisamment de passifs dans l'autre sens, donc c'est pas un problème. Ouais, Euh, ouais. Mais Après, disons, donc moi, je suis tout à fait favorable à ce genre de rééquilibrage. C'est vrai que tout ce qui est biaisé dans les représentations dans la société, moi, je suis absolument favorable pour qu'on égalise tout ça. Euh, je pense que si on prend très au sérieux l'hypothèse 100% sociologique, on fait la prédiction qu'une fois qu'on aura réussi à égaliser tout en termes de traitement des garçons et des filles, de représentation stéréotypée, etc., dans la société, si on arrivait à tout égaliser, alors les garçons et les filles devraient se développer de manière rigoureusement identique. Il n'y aurait plus de différences cognitives, il n'y aurait plus de différences au niveau scolaire, il n'y aurait plus de différence au niveau comportemental. Les garçons ne seraient pas plus violents que les filles, par exemple. ouais, Et moi, je prédis que ça sera sans doute pas le cas. Que même quand on aura tout égalisé dans l'environnement, si tant est que ça soit possible, eh ben, il y aura encore des différences entre les garçons et les filles. Parce que l'environnement, c'est pas le seul facteur. oui, oui. Donc c'est toujours cette position d'essayer de dire, bien sûr que l'environnement contribue à un nombre de différences entre les sexes, mais qu'il faut pas nier, ou en tout cas mettre de côté les d'autres aspects biologiques, quoi. Hmm. Ok. Mais bon, c'est facile de faire ce genre de prédiction parce qu'on ne pourra jamais voir si elles sont vérifiées ou pas, parce que de toute façon, on n'atteindra jamais des environnements parfaitement égalitaires. Ouais, complètement. Bon, écoute, je trouve qu'on a fait un petit tour d'horizon hyper riche et intéressant. Merci On a beaucoup. brassé pas mal de sujets, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais, dont tu voulais parler ou rajouter ou Bon, je pense on a couvert pas mal.
je trouve. En tout cas, c'est, c'est, c'est toujours, en tout cas, c'est toujours comment dire, assez inspirant de t'avoir comme, te voir partir avec ton bâton de pèlerin, de scientifique pour essayer de toujours un petit peu démonter les mythes et puis les idées reçues. Et Dieu sait qu'il y en a dans la psychologie. Et ben, en tout cas, merci pour ça, de le faire avec quand même beaucoup d'endurance aussi, persévérance. Ouais, bah tu vois, peut-être pour conclure, moi, une des raisons pour lesquelles je fais ça aussi, c'est que j'aime bien faire partager au grand public le fait qu'on peut faire de la psychologie de manière scientifique. Ce qui est quelque chose qui n'est pas vraiment admis, on va dire, parce que voilà, les gens ont toujours ces catégories. Il y a les sciences ou les sciences dures, et puis il y a les trucs mous, et la psychologie, c'est vraiment le mou du mou. Enfin voilà, à partir du moment où on parle de l'individu humain, alors on pourrait plus rien dire de scientifique, ce qui est absurde. Mais voilà, et peut-être aussi parce que la seule forme de psychologie à laquelle tous les Français ont été exposés, c'est la psychanalyse, parce qu'on en a étudié en philosophie en terminale. Du coup, je trouve que ça manque en fait dans le discours public, le fait qu'on peut faire de la psychologie de manière scientifique, et que ça fait défaut dans plein de débats courants, que ça soit sur les psychothérapies, que ça soit sur l'éducation, etc. Donc, et moi qui venais d'une formation de sciences dures entre guillemets, voilà, ça fait partie de la découverte dans mon parcours de me rendre compte que on peut faire de la psychologie de manière scientifique, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Voilà, ça a été mon émerveillement dans mon parcours de découvrir qu'on pouvait faire de la psychologie de manière scientifique. Et je vois que 30 ans plus tard, c'est toujours pas un lieu commun pour tout le monde. Et c'est dommage. Et donc voilà, je continue à essayer de faire partager ça. On peut faire de la psychologie de manière scientifique et dire des choses sur l'être humain qui sont pas juste des opinions comme ça sorties du chapeau, des impressions subjectives, mais que on peut avoir des recherches sérieuses sur le sujet et qui peuvent déboucher sur une véritable compréhension de pourquoi on est comme on est et potentiellement aussi vers des traitements un peu plus efficaces. Exact. Ben, ça sera une magnifique conclusion pour ce podcast et qui résume bien effectivement ta posture que tu incarnes. Et merci pour ça. Merci pour tout ce travail. Et merci encore pour ton invitation. Ben, écoute, avec plaisir. Je boucle l'enregistrement, mais je reste en ligne. Tuc.